Bonjour Docteur Belaïch, bienvenue au nouveau webinaire de LS Journal Stomato-Implanto.com. Alors Docteur Belaïch, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Cette fois-ci, donc, on a le plaisir de recevoir un médecin radiologue puisque vous exercez à Paris et que vous êtes spécialiste en imagerie dentomaxillaire. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du livre Guide pratique du cone beam en imagerie dentomaxillaire. Nous avons eu le plaisir, personnellement, mais comme beaucoup de revues aussi sur la presse dentaire, de publier donc, des articles autour de l'imagerie, l'implantologie, puisque c'est votre spécialité. Vous êtes également un enseignant universitaire, docteur. Je vous laisse tout de suite la parole. Aujourd'hui, autour de notre thème, cone beam, les 100 images clés en pathologie dentomaxillaire. À vous, docteur. Alors, ce sont les 100 images clés. C'est important à bien définir parce que, évidemment, il y a beaucoup plus d'images que cela, mais on va essayer de passer en revue les images les plus importantes. Excusez-moi, docteur Belaï, je ne vous entends pas personnellement. Est-ce que vous entendez, vous? Je ne vous entends pas, docteur. Oh, mais pourquoi moi, je n'ai jamais aidé. C'est là, hein, ça se passe. Docteur, ouvrez le micro. Voilà, on ne vous entendez pas. Maintenant. Voilà, maintenant on vous entend effectivement. Voilà, alors écoutez, je m'excuse. Donc, je voulais vous dire simplement que il y a de plus en plus de praticiens qui s'équipent en cone beam. Et le plus important, c'est pas seulement de s'équiper, mais de se former afin de ne pas passer à côté d'un diagnostic important. Et mon but aujourd'hui, c'est vous donner les éléments pour ne pas passer à côté de ces diagnostics. En médecine, on trouve que ce que l'on cherche, et tout le monde le sait, mais avant de chercher quelque chose, il faut le savoir, il faut l'avoir vu. Et c'est le but de mon cours aujourd'hui, éventuellement du livre que j'ai réalisé pour les radiologues et pour les praticiens débutants, qui est à peu près exhaustif, mais on ne peut pas être exhaustif dans un livre. Il n'y a aucun livre qui est exhaustif. Et ce livre présente l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour lire, interpréter et réaliser un examen de cone beam. Alors, comme je l'ai dit, comme Einstein l'a dit, toute connaissance vient de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'expérience. Et l'expérience en radiologie, c'est de voir des images et de les revoir parce que la révision est importante. Et il faut évidemment réaliser un petit commentaire, ce qui est médico-légal, et ce qui peut permettre d'avancer. Quand on ne fait pas de commentaire des images, on n'avance pas, on ne progresse pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire un petit commentaire sur la fiche patient, de une ou deux lignes, et ça suffit le plus souvent, pour pouvoir se rappeler et pouvoir réfléchir sur l'image. On en parlera. Donc, évidemment, vous confrontez les images à la clinique, et ça, vous êtes bien placé puisque vous êtes dentiste ou praticien stomatologie. Donc, on va passer en revue la majorité des pathologies. Et avant cela, je voudrais quand même vous dire que si vous envisagez d'acquérir un cone beam, ce que je recommande d'ailleurs, vous allez avoir des choses à réaliser. D'abord, une déclaration, s'assujettir au contrôle. On a beaucoup de contrôles en radiologie. Évidemment, une formation initiale qu'on commence aujourd'hui et une formation continue qu'il faudra répéter. Un livre est tout à fait utile pour cela. La justification des examens est nécessaire. On ne doit pas faire d'examen systématique, sinon on irradie trop la population. Et donc, il faut justifier chaque examen de 3D qui doit être supérieur à la radiologie standard. Il faut optimiser la réalisation de cet examen essentiellement en diminuant les doses et en cas de pathologie endodontique, par exemple, en centrant là-dedans, centrant le cone beam sur la zone d'intérêt. La dent doit être au centre de l'image. Bien, la radioprotection intéresse le personnel et le patient, et il est très important de réaliser un compte-rendu, comme je vous l'ai dit, non pas seulement par intérêt médico-légal, mais pour un intérêt médical diagnostique. Parce que c'est souvent en écrivant un compte-rendu qu'on se rend compte du diagnostic. La dosimétrie elle est fournie par la machine et doit être reportée sur le dossier patient. Il faut sauvegarder les images en DICOM, ça veut dire Digital
Imaging and Communication in Medicine, c'est-à-dire c'est un protocole non compressé des images qui permet de transmettre les images à un radiologue, par exemple, pour lui demander son avis. Et je vous recommande tout à fait d'avoir un ami radiologue pour vous aider à faire les diagnostics, parce que les diagnostics ne sont pas toujours aussi faciles qu'on le croit. Alors voilà le programme, implantologie et toute la pathologie. Donc on a beaucoup de choses à se dire. L'implantologie, j'irai vite, on a commencé par là. Les techniques, c'est la panoramique, le cone beam et le scanner dans très peu de cas. Le cone beam est devenu la référence de l'imagerie en implantologie. L'imagerie, on a commencé à en faire en 88. Excusez-moi, docteur Belaïch, docteur, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez monter un tout petit peu le son de votre ordinateur? Oui. Il y a des personnes qui ne oui, pas très bien. Voilà, merci. Attendez, j'essaye de l'augmenter. Je vois comment on fait. Je crois que c'est ça. Non, je ne suis pas sûr. Ah voilà, c'est là. Est-ce que vous entendez mieux? Personnellement, moi, je vous entends très bien, mais j'ai eu deux remarques. Donc, ça devrait le faire. Hein. Bon, voilà. Après, si c'est nécessaire. Bien, donc, les dentascans, nous les pratiquons depuis 1988, essentiellement au début sur film radiologique et après sur cassette et disquette et DVD, CD, évidemment. On les envoie maintenant par Internet sans problème. La présentation sur film est toujours d'actualité parce qu'elle est toujours prisée par les praticiens, mais je préconise toujours de pratiquer les examens et de les lire sur CD-ROM avec un logiciel de simulation implantaire. Le premier logiciel qu'on a utilisé, c'est en 1994, Simplant, puis Noble Guide ou Noble Clinician. C'est la même chose. Ce sont des logiciels qui permettent une planification implantaire et éventuellement une chirurgie guidée. Alors voilà, l'intérêt de la planification implantaire, c'est de voir sur une seule image, un des intérêts importants, une seule image, les inclinaisons vestibulo-linguales et éventuellement mésio-distales d'un implant pour les reporter en bouche du patient, et évidemment de faire un guide chirurgical. La chirurgie guidée est très bien réalisée par Simplant, elle peut être aussi très bien réalisée par Noble Clinician ou DT Studio, qui est la même chose. Hein. Donc, la chirurgie guidée est un outil remarquable pour mettre des implants et de façon fiable. On utilise maintenant la superposition, le matching des fichiers DICOM dont je vous ai parlé, issus du scanner ou du cone beam, et avec les fichiers STL des parties molles issus d'une empreinte optique pour réaliser un guide encore plus précis et plus proche de la réalité nécessaire. Une autre manière de réaliser une chirurgie implantaire est la navigation robotique passive grâce à un appareil qui est fourni par une firme qui s'appelle Iris aujourd'hui et qui consiste à pratiquer un cone beam avec un appareil en bouche du patient qui est sensible aux infrarouges, un appareil spécifique qu'on reprend pendant la chirurgie en bouche du patient de façon à guider l'acte chirurgical sur le cone beam réalisé préalablement. Il suffit dans ce cas de superposer à la simulation implantaire préalable l'implant qu'on veut mettre en place et ça marche très très bien. C'est une technique qui est utilisée par des praticiens, notamment dans le sud de la France, mais dans le monde entier et qui fonctionne très bien, qui est une alternative à la chirurgie guidée. Alors pour ce qui est de la stratégie préopératoire en sinus lift, c'est très important de discuter, de pratiquer la préparation avec un ORL. On réalise d'abord un cone beam qui est soit normal, soit pathologique. S'il est normal, la greffe de sinus s'impose sans problème et elle est réalisée dans les meilleures conditions. Si il existe une pathologie, elle est soit sinusienne, soit osseuse. Et en cas d'os pathologique, évidemment, c'est une contre-indication. En cas de pathologie sinusienne, il peut s'agir d'une pathologie inflammatoire qui, en général, n'est pas une contre-indication, simplement une contre-indication relative et transitoire. Un traitement par l'ORL devrait suffire à réaliser le sinusite ultérieurement. Soit une sinusite maxillaire plus qui consiste à une opacité totale du sinus. Et dans ce cas, il peut s'agir de 4 diagnostics principaux: l'aspergillome,
L'apiocèle, c'est un abcès intrasinusien. Le papillome inversé, qui est une tumeur bénigne, mais qui a un potentiel malin. Et le polype entérochoanal, qui est une pathologie tout à fait bénigne. On peut ajouter le kyste d'Antiger, qui peut avoir un développement intrasinusien. Dans ces cas, il n'y a pas de contre-indication formelle. Le traitement par l'ORL devrait suffire à guérir le sinus et à réaliser une greffe de sinus. Pour ce qui est des autres pathologies, la pathologie tumorale maligne et éventuellement le papillome inversé, il faut s'en méfier évidemment, et ce sont des contre-indications relatives ou formelles pour les tumeurs malignes à la greffe sous-sinusienne. Au total, en cas de pathologie sinusienne, il faut entrer en contact avec votre ORL qui demandera peut-être une IRM pour préciser les diagnostics et pratiquera un diagnostic fibroscopique, un traitement médical endonasal et ou chirurgical, et qui aboutira soit à un cone beam normal avec sinus guéri ou réhabilité, ce qui permettra la greffe, soit un cone beam encore pathologique avec sinus pathologique ou non compatible avec une greffe, et ça restera une contre-indication. Voilà le schéma général de diagnostic et de préalable aux greffes sous-sinusiennes. Et au bout de 6 mois de greffe, on peut envisager des critères radiologiques de réussite. Et ces critères de réussite sont un volume suffisant parce qu'il y a toujours un remodelage de 15 à 30%, une densité satisfaisante de l'os, de la greffe, il ne faut pas qu'elle soit en hypodensité, une homogénéité de cette densité, car en cas d'hypodensité centrale, on doit pouvoir reporter la greffe ou réintervenir au besoin en cas de nécrose. Des contours réguliers pour le greffon, parce qu'en cas de contours irréguliers, il y a un risque de fuite de greffon. Une fusion avec l'os résiduel, très important, avec les parois latérales et médiales éventuelles. Il faut qu'il y ait une fusion également du greffon. Et une réaction muqueuse absente ou modérée à 6 mois, c'est tout à fait classique, sans sinusite, parce que dans ce cas-là, il faut remettre éventuellement la mise en place des implants et traiter d'abord la sinusite. Et enfin, un complexe ostioméatal libre, c'est l'ostium infundibulaire et l'orifice de perméation du sinus qui met en contact, en relation le sinus avec la fosse nasale, et ce complexe ostioméatal doit être complètement libre. Alors voilà un exemple de greffe parfaitement réussie, une greffe dense, homogène, régulière, bien fusionnée avec l'os résiduel, sans sinusite et avec perméabilité de l'ostium infundibulaire et du méa moyen que vous voyez ici. Ostium, donc complexe ostioméatal. Donc tout ça doit être libre. Et voilà une greffe tout à fait réussie. Au contraire, vous voyez ici une greffe qui n'a pas réussi avec une faible fusion avec l'os, nécrose centrale et sinusite, opacité totale du sinus avec obstruction ostiale. Vraiment, c'est un échec et là, il ne faut absolument pas envisager de mettre des implants. Au total, nous avons 2 types de reconstruction d'image à partir des coupes axiales. Les coupes axiales, ce sont ces coupes natives en scanner ou les reconstructions axiales en cone beam qui sont horizontales. Axial veut dire horizontal, en fait dans l'axe du patient, l'axe vertical du patient, mais des coupes horizontales. On dit que ces coupes sont perpendiculaires à l'axe du patient. Donc, horizontale ou occlusale, si vous voulez, ce sont des images de base, images d'ICOM au départ, qu'on donne en DICOM. Et à partir de ces images axiales, on réalise une reconstruction panoramique en réalisant une ligne parallèle à la courbure du maxillaire ou de la mandibule. Et on a une reconstruction panoramique très fine, mais qui donne de bons résultats pour repérer les images. Nous réalisons des images perpendiculaires à cette panoramique, à ces reconstructions panoramiques, qui sont des reconstructions millimétriques en général, espacées tous les millimètres, et qui donnent le volume avec épaisseur et hauteur. Nous appelons ça des reconstructions coronales obliques. Coronales obliques, parce qu'elles sont en couronne. Elles sont obliques parce qu'elles ne sont pas perpendiculaires réellement au plan parallèle au plan frontal. Elles ne sont pas nécessairement parallèles au plan frontal. Donc on dit coronales obliques. Les coronales en général sont des reconstructions frontales, et là elles sont obliques. Bien. Vous voyez ici les reconstructions de type dentascanner qui
permettent au mieux d'apprécier le volume osseux et de prévoir un implant en voyant la déclinaison du volume implantaire sur les reconstructions coronales obliques. On a une bonne idée du volume exploité. Le deuxième type de reconstruction sont les reconstructions multiplanaires. Alors multiplanaires car on commence par des reconstructions axiales qu'on va reconstruire en frontal, c'est-à-dire en coronale vraie, c'est-à-dire frontalement, et en reconstruction sagittale. En fait, on utilise aujourd'hui des reconstructions multiplanaires obliques, c'est-à-dire dans l'axe des dents, de façon à voir parfaitement l'anatomie osseuse et dentaire. Vous voyez ici qu'il y a une perte, une alvéolyse du mur vestibulaire et un élargissement desmodontale périradiculaire et interradiculaire. Voilà. Donc, les reconstructions sont de deux types. Reconstruction dentascanaire, comme je vous l'ai montré, et reconstruction multiplanaire oblique. Alors, on utilise toujours ces deux formes de reconstruction pour avancer dans le diagnostic. Pour la pathologie, les reconstructions multiplanaires obliques, vous allez voir, sont nécessaires. Pour la pathologie des troisièmes molaires, qui est la deuxième indication en cone-beam, on part d'un panoramique dentaire et on observe les dents de sagesse. Alors, les dents de sagesse qui sont, comme ici, en distoversion coronaire au maxillaire supérieur, il n'y a aucun problème, n'ont pas besoin de reconstruction 3D pour faire le diagnostic des rapports de la dent. Mais à la mandibule, si les dents sont en mésioversion coronaire, elles menacent les deuxièmes molaires. Et si les racines se projettent sur le canal mandibulaire, comme ici, elles nécessitent de réaliser un cone-beam pour préciser les rapports des racines avec le canal mandibulaire. Alors voici, dans ce cas de 38, les rapports étroits des apex avec le canal mandibulaire. Vous voyez qu'il s'agit de crochets complètement péricanalaires, complets, avec une localisation des apex en dessous du canal mandibulaire, ce qui fait que si on enlève la dent dans l'axe, on risque de léser le canal mandibulaire. En général, on réalise des coronectomies et les racines, on les enlève si elles viennent. Sinon, il ne faut jamais forcer. On attend et on peut être amené à revenir sur les racines résiduelles. Voilà encore une dent dont les racines forment un crochet large autour du canal mandibulaire, le canal ayant un trajet interapical et interradiculaire. Quand une dent est incluse, elle peut aussi elle peut se compliquer, elle peut aussi se mettre en désinclusion. Et vous voyez, une désinclusion partielle de cette dent explique qu'il y a des complications à la désinclusion. Alors, pour l'inclusion, les complications des dents incluses sont l'hypersémantose, que vous voyez ici, l'ankylose, qui peut arriver, voilà, une ankylose avec migration de l'os dans la dent. Il peut s'agir aussi de kystes, et comme la dent est en désinclusion, elle peut se carier, ce qui est le cas chez ce patient. Alors donc, trois complications de l'inclusion, c'est l'hypersémantose, l'ankylose et éventuellement le kyste. Et une complication principale de la désinclusion, la carie. Alors, le kyste péricoronaire ou dentigère n'est pas rare, hein, évidemment, mais doit être analysé et caractérisé dans tous ces signes. C'est-à-dire que normalement, il est parfaitement régulier, parfaitement hypodense, et il s'attache autour du collet de la dent de sagesse, en général incluse. Le plus souvent, ce sont des dents incluses. Donc, il peut exister aussi des fois des résorptions des dents adjacentes, mais souvent modérées. Mais le problème de ces kystes dentigères, c'est qu'il faut les analyser histologiquement, car ils peuvent s'associer, dans un certain nombre de cas, avec un améloblastome, voire avec un kératokyste. Donc, il faut absolument analyser la pièce anatomique de ces kystes dentigères. Le risque des dents en mésioversion coronaire, des troisièmes molaires en mésioversion coronaire, c'est qu'elles peuvent
résorber les dents adjacentes, notamment la deuxième molaire, comme vous voyez ici. Donc c'est cela qu'il faut éviter. Il peut y avoir aussi des caries transmises à la dent en cas de désinclusion de la dent de sagesse. Voici une racine résiduelle qu'il faudra enlever si elle vient, si ce n'est pas trop compliqué. Et surveiller éventuellement. Alors pour les dents de sagesse du maxillaire, elles sont dangereuses surtout en cas de mésioversion coronaire également, avec résorption possible d'une racine disto-vestibulaire le plus souvent, comme vous voyez ici. Il peut s'agir aussi d'un kyste intrasinusien, comme vous voyez ici. Ce kyste est apparu à la suite d'une extraction de 18 et on nous amenait la patiente au scanner pour une suspicion de sinusite résistant au traitement médical. En fait, il s'agit d'un kyste. Regardez bien, il y a une paroi du kyste, un kyste dentigère intrasinusien. Voilà, c'est tout à fait classique, c'est pas rare du tout. Il faut faire attention lorsqu'on enlève une dent de sagesse supérieure à ce qu'il n'y ait pas un kyste dentigère intrasinusien. En EDF, je parlerai surtout des dents incluses dont vous connaissez déjà les complications. Et c'est souvent pour les rapports des canines supérieures incluses. Et elles sont souvent en mésioversion coronaire. Et moi, j'ai bien étudié les deux modes de reconstruction. Le mode dentascanner pour segmenter la dent en apex, racine, collet et couronne, et voir les rapports de chaque segment avec les structures environnantes. Ici, vous avez l'apex de la 13 qui est au contact de la paroi de la fosse nasale et pas très loin du plancher du sinus. Cette racine est en rapport avec un apex de 14, comme vous voyez ici, et la couronne et son sac sont responsables de la rhizalyse de 53 que vous voyez ici. Et évidemment, la couronne peut être aussi en rapport avec la 12, un peu plus dans le mésial. On peut voir exactement la même chose en reconstruction multiplanaire et vous avez une idée plus générale de la dent avec recherche de début d'ankylose en regardant bien le ligament alvéolo-dentaire. Voilà un début d'ankylose, la dent ne pouvait pas être tractée et on voit qu'il n'y a plus de ligament alvéolo-dentaire à la face vestibulaire de cette dent. Il peut s'agir aussi d'une hypersémantose qui bloque la dent contre une dent adjacente. Quant aux odontomes, nous allons les détailler. Le plus souvent, ce sont des odontoïdes qui ont une forme générale de la dent et ce sont des odontoïdes mésiodenses. Excusez-moi, il n'y a pas d'accent normalement à mésiodense parce que c'est un terme latin. Bien. Là, les dents, les odontoïdes comme cela, je pense qu'il faut les laisser s'ils ne sont pas gênants et on les extrait éventuellement en cas de gêne. Il peut y en avoir deux, souvent tête bêche dans la région antérieure. Quand il s'agit d'un sac unique renfermant des petites dents, on parle d'odontomes composés. Et les odontomes composés peuvent gêner l'éruption d'une dent normale, comme ici, vous voyez, un odontome composé qui gêne la sortie de la 33. Quand il s'agit d'une forme très variable qui comporte de la dentine et de l'émail, on parle d'odontome complexe qui peut avoir n'importe quelle forme, qui peut évidemment gêner l'éruption d'une dent adjacente, qui peut se présenter sous toute forme. Et là, on avait envisagé qu'il s'agissait d'une quatrième molaire, mais en fait, il s'agissait d'un odontome complexe. Le plus important à se rappeler, c'est qu'il ne faut pas laisser les dents mûrir en position non habituelle, c'est-à-dire qu'à 7 ou 8 ans, la dent de 6 ans, la première molaire, doit être sortie. Et ce n'était pas le cas, comme vous le voyez, il y avait une courbure en crochet de la racine distale, disto-vestibulaire, qui empêchait la traction de la dent.
parce qu'elle n'était pas sortie à son... Dès qu'il y a un retard dans l'éruption d'une dent, il vaut mieux s'en occuper tout de suite. Alors, la pathologie endodontique a beaucoup bénéficié du cone BIM pour le dépistage, pour le bilan préopératoire et le suivi post-opératoire. Pour le dépistage, il s'avère que le cone BIM est nettement supérieur à toutes les autres formes de techniques radiologiques pour faire le diagnostic. Vous voyez sur un panoramique dentaire, la scène présente des caries, mais on ne voit pas de pathologie apicale. En fait, il y a des pathologies apicales en 16 et en 17, comme vous le voyez ici. Et on a prouvé que le cone BIM était 2 fois plus précis que les rétroalvéolaires et 4 fois plus précis en général que le panoramique dentaire pour le dépistage des granulomes apicaux. Alors pourquoi un granulome apical peut-il ne pas être vu en 2D, en imagerie bidimensionnelle? Simplement parce que sur un panoramique dentaire et même sur une rétroalvéolaire, il faut que le granulome soit d'un volume supérieur à la moitié du procès alvéolaire pour apparaître. Là, il n'apparaît pas en 16, c'est parce que son volume est inférieur à la moitié du volume du procès alvéolaire. Alors, les granulomes latéraux sont classiquement dus à un canal latéral non traité, mais il peut s'agir aussi d'une pathologie iatrogène, plus fréquemment en fait. Les kystes apicodentaires peuvent se développer de façon importante, comme vous le savez, mais ce sont toutes. Les granulomes et les kystes sont les mêmes types de lésions d'origine inflammatoire, qu'on nomme aussi lipoeux, lésions inflammatoires périradiculaires d'origine endodontique. Alors, j'ai essayé de mettre en évidence ces critères radiologiques prédictifs de difficultés opératoires en endodontie. Et je pense que même que le cone BIM a un intérêt réel pour le diagnostic des lipoeux et les critères prédictifs de difficultés opératoires. C'est un problème d'anatomie canalaire, souvent, de racines multiples ou variables, surtout quand elles sont courbes, compliquées. Des critères de classification d'Estrella, surtout lorsque la lésion détruit la corticale. Alors là, ça pose un problème thérapeutique endodontique. L'atteinte parodontale associée est aussi un obstacle au bon traitement des canaux. Les pathologies de l'os alvéolaire peuvent être aussi des obstacles, comme l'ostéosclérose réactionnelle, dont on va avoir un exemple, et les ostéites, évidemment. Et enfin, l'atteinte des obstacles anatomiques qu'il faut évidemment surveiller de près en traitement endodontique, qui sont des vrais obstacles en traitement endodontique. Alors, la classification de Bertucci montre la variabilité importante des canaux dans les racines. Alors, les formes les plus compliquées sont surtout les formes type 5, type 6 et type 7, et très difficiles à traiter. Voilà une forme 5 avec bifurcation très basse et du canal pulpaire, avec 2 canaux très fins et souvent non perméables. Une forme Bertucci type 6 avec fusion des 2 canaux et redivision à mi-hauteur de la racine. Enfin, les canaux peuvent être très fins d'origine traumatique ou inflammatoire, et on arrive à mettre, vous voyez, sur une rétroalvéolaire, on ne voyait pas du tout le canal pulpaire, qu'on arrive à voir en haute définition, et encore mieux en ultra haute définition, et canal pulpaire qui a pu être traité par le docteur Aronis. Les pulpolites sont aussi un obstacle, évidemment. Alors, la difficulté en cone BIM, c'est de faire quelquefois la part des artefacts métalliques et des caries. Souvent, l'image est tout à fait similaire. Et vous voyez sur la même image, entre 45 et 46, vous avez d'un côté une vraie carie authentique et un artefact métallique qui lui ressemble beaucoup. Eh bien, c'est en tournant autour des images et éventuellement parfois en regardant cliniquement qu'on s'aperçoit que ici il s'agit bien d'une carie, et ici il s'agit bien d'un artefact métallique de contraste avec le traitement de la couronne de 46. Après traitement, les étiologies des récidives de granulomes
ou de lésions apicales sont souvent dus à des canaux surnuméraires, surtout en ce qui concerne la première molaire supérieure. Vous voyez ici, vous avez un canal MB2 tout à fait classique qu'il faut reprendre pour traiter la lésion apicale. Il peut s'agir aussi d'un quatrième canal d'une molaire mandibulaire, un canal distovestibulaire ici qui n'avait pas été traité, etc. Il peut s'agir aussi d'une racine supplémentaire, comme vous voyez ici sur la 24. La 24 avait 3 racines en fait, et une racine n'était pas traitée. Il peut s'agir non seulement de racines supplémentaires, de canaux supplémentaires, ou de foramen supplémentaires. On parle de foramina supplémentaires. Ici, le docteur Lipovitch m'avait demandé s'il s'agissait de 2 foramen. En fait, il en avait 3. Et bon, il n'avait pas pu traiter cette dent pour cette raison. En cas de dens indente, le traitement d'une lésion apicale consiste à traiter entre les 2 racines, à combler entre les 2 racines et à réaliser un bouchon apical. En général, on arrive à traiter ces dents, sauf si ça résiste. Et dans ce cas-là, il faut éventuellement envisager de les enlever et de les remplacer par un implant. Les résorptions sont les deuxièmes types de lésions d'origine endodontique. Et il existe 2 types de résorptions. Les résorptions internes qui sont relativement rares et les résorptions externes qui sont la majorité écrasante des résorptions. Alors, les critères prédictifs de difficulté thérapeutique pour les résorptions internes sont la perforation de la racine, le volume important et son siège proximal. Nous allons voir ça après. Les critères de difficulté de traitement des résorptions externes, c'est sur les rétroalvéolaires, les 4 stades, et il y a en gros 2 types de critères, l'importance de la porte d'entrée et l'extension de la lésion. Quand la porte d'entrée est petite au stade 1, en général, on peut traiter, même par voie orthograde, les lésions. De même qu'au stade 2, stade où il est plus difficile déjà de traiter, avec une porte d'entrée limitée. Mais quand l'extension, la porte d'entrée est importante et l'extension se fait jusqu'à la moitié de la racine, on parle de stade 3, et le pronostic est très fortement compromis. Quant au stade 4, avec une extension de la résorption à l'ensemble de la racine, là, il n'y a plus de doute, la dent ne peut pas être gardée. Alors, d'autres classifications ont été proposées par Patel, qui est en cours d'utilisation plus complexe. Pour l'extension, on parle d'extension circonférentielle aussi, et la proximité du canal pulpaire, évidemment, c'est important. C'est aussi un critère de gravité. Donc, s'il y a une atteinte pulpaire, le pronostic est plus compromis, évidemment. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, pour la porte d'entrée petite, la voie d'abord orthograde est envisageable. Pour les voies d'abord pour les portes d'entrée larges, la voie d'abord chirurgicale nécessaire. Alors, voici donc pour les résorptions internes, une résorption interne tout à fait typique, sans rupture de la racine, sans perforation, et sans porte d'entrée évidemment, puisqu'il s'agit d'une résorption interne. On a traité la dent et la réussite était totale, heureusement. Donc c'est quand même une forme plus rare, la résorption interne que la résorption externe. Il faut toujours rechercher une porte d'entrée. Quand elle est petite, le pronostic est meilleur. S'il y a une atteinte pulpaire, le pronostic est compromis, évidemment. Une porte d'entrée plus large avec atteinte de la pulpe. Ça, c'était un stade 2. Le stade 3 avec atteinte jusqu'à la moitié de la racine, c'est quand même assez compromis, et en plus des pulpolypes intracanalaires, comme vous voyez. Et stade 4, alors le pronostic est très mauvais, évidemment. Il peut y avoir aussi un diagnostic différentiel de la résorption externe avec une éventuelle carie. Au palpé et au toucher, la carie est plus molle que la résorption. Ici, il s'agissait d'une résorption externe authentique, avec lésion apicale associée. Alors, pour ce qui est des fêlures, lorsqu'une fêlure atteint la couronne, on la voit en général en transillumination. Mais lorsque la racine seule est touchée par la fêlure, et là, c'est l'apanage du cone beam qui n'est pas toujours positif.
évidemment. Alors, vous voyez ici une fêlure indiscutable avec alvéolyse périradiculaire et élargissement exponentiel. Il a fallu déposer la dent et la remplacer par un implant. Vous voyez ici une fêlure plus localisée. Ce n'est pas un canal pulpaire, parce qu'on voit bien que la fêlure est dans tous les trois plans, dans les trois plans de l'espace. Et donc cette fêlure s'accompagnait aussi d'un élargissement exponentiel. Il a fallu quand même y aller, la remplacer par un implant. Quand il s'agit d'une alvéolyse périradiculaire typique, comme vous voyez en doigt de gant, là il n'y a plus de doute, la fêlure est visible dans ce cas-là. Même s'il n'est pas visible, l'alvéolyse périradiculaire suffit à porter le diagnostic. Quand il s'agit d'une alvéolyse interradiculaire, il faut s'acharner à chercher une fêlure interradiculaire comme ici. On l'a vu, elle est indiscutable et la cause de la fêlure interradiculaire, de l'alvéolyse interradiculaire. Les suivis post-opératoires, quand on voit qu'il y a des difficultés et que l'alvéolyse n'est pas, la lésion apicale n'est pas traitée, il peut s'agir d'une racine courbe qui est un obstacle au traitement complet, évidemment. Il peut s'agir aussi, comme dans ce cas, des douleurs persistantes. On ne trouvait pas de lésion apicale notable. Eh bien, il s'agissait d'une racine supplémentaire mandibulaire, d'une molaire mandibulaire. C'est la radix entomolaris. Et on a traité cette racine et tout est rentré dans l'ordre. Les racines en C sont vraiment le traitement très très difficile et dans ce cas, malheureusement, il a fallu déposer là-dedans et mettre un implant. Les complications iatrogènes sont d'expression clinique variable. Il peut y avoir évidemment de la pâte dentaire intracanalaire. Cette pâte dentaire peut être parfaitement asymptomatique, mais quelquefois elle est très douloureuse et le traitement ultérieur est difficile. Quant aux perforations, elles peuvent être la cause d'authentiques kystes, comme vous voyez, perforation par fausse route. Encore une perforation ici par tenon interradiculaire avec alvéolyse importante. Les instruments intraradiculaires peuvent être maintenant extraits avec guide radiologique endodontique. Alors, quand il s'agit de chirurgie endodontique, la surveillance radiologique est importante pour éviter pour surveiller la survenue de complications. Ici, une bonne guérison de la chirurgie endodontique avec corticalisation vestibulaire retrouvée, et volume osseux tout à fait satisfaisant. C'est une guérison complète due à la chirurgie endodontique. Alors voilà un autre cas de réussite. Vous voyez bien que c'est bien réparé. Ici, il s'agit d'une lésion fraîche encore, et on ne pouvait pas juger de l'évolution. Les complications de chirurgie endodontique sont souvent dues à un traitement incomplet. Ici, c'est un canal MB2 qui n'avait pas été traité à rétro, et ce qui expliquait que la chirurgie n'avait pas abouti à une guérison. Ici, c'est un fragment radiculaire qui était résiduel, qui était laissé en place et qui explique l'absence de guérison de la chirurgie endodontique. Pour la pathologie parodontale, je vais vous montrer 2 ou 3 images. Cette pathologie est souvent analysée en 2D, en panoramique dentaire et en long cône, ce qui est un peu dommage parce qu'à mon avis, au moindre doute, il faut passer à la 3D comme ici. Il s'agissait d'une gêne avec tuméfaction de palatine en 26. Une gêne peu douloureuse. Vous voyez en 3D ce que ça donne. C'est une fracture de la racine palatine avec alvéolyse majeure du haut tenon intraradiculaire. Ici, après un plan, l'implant de 35 était indolore et l'implant de 36 était très douloureux dès le début. On a réalisé un cone beam et on a bien vu qu'il s'agissait d'une pathologie due à l'implantation avec rupture du mur vestibulaire et alvéolyse linguale. Les ostéides maxillaires ont aussi beaucoup bénéficié du cone beam. Je vais vous montrer quelques cas. Ce cas-là est tout à fait caractéristique. On se demandait pourquoi cette dame avait mal. On ne voyait pas grand-chose à la panoramique dentaire. En fait, on a réalisé un cone beam qui a montré qu'il y avait une lésion apicale avec fistule, qui est déjà un signe d'ostéite, et à position périostique, on voit mal ici, mais qu'on voit mieux en axial, sur les coupes axiales. Oui, à position périostée,
qui est un signe important d'ostéite. Voilà un autre cas d'ostéite avec petit sac péricoronaire ou ébauche de kyste péricoronaire avec fistule importante et ébauche de la position périostée. La position périostée ne survient qu'à la mandibule, mais c'est un signe très évocateur d'ostéite. Voici un patient qui était venu pour un trismus en juillet 2010. On lui fait une échographie qui ne montrait rien. Je lui demande s'il a eu une extraction dentaire d'une dent de sagesse. Il me dit oui, mais 1 an et demi avant. Et donc, je lui fais un cone beam et j'observe cette apposition périostée, vous voyez, qui signe l'existence d'une ostéite subaiguë chronique ou chronique, sans atteinte majeure de l'os alvéolaire. Donc, je préconise un traitement antibiotique. Ce traitement antibiotique, au bout de quelques semaines, montre une corticalisation de la position et la disparition du trismus. On avait bien le cas d'une sinusite, d'une ostéite subaiguë qui était responsable du trismus. Alors, quand des lésions endodontiques comme cela persistent, elles peuvent s'accompagner d'une ostéosclérose, c'est-à-dire d'une hyperostose, c'est-à-dire d'un caractère très dense de l'os alvéolaire périlésionnel. On parle d'ostéosclérose réactionnelle. C'est le premier stade de l'ostéite chronique. Et si on laisse évoluer, et il s'agit d'une authentique ostéomyélite chronique, il faut traiter par antibiotiques et aseptique, qui est le plus souvent dû au biphosphonate par voie intraveineuse. Et vous voyez ici un signe majeur, c'est le séquestre qui baigne dans une lacune. C'est encore un signe d'ostéite. Ça aurait pu être une ostéite, mais l'interrogatoire de la patiente était tout à fait classique, tout à fait clair. Je prenais le biphosphonate par voie intraveineuse depuis plusieurs années. Et donc, il s'agit d'une ostéite non inflammatoire, non infectieuse, une ostéite par ostéonécrose, par nécrose des vaisseaux. Et vous voyez qu'il y a aussi une apposition périostée, une condensation de l'os, une image lacunaire avec séquestre et apposition périostée. Donc, c'est un diagnostic différentiel des ostéites. Pour la pathologie traumatique dento-alvéolaire, il faut savoir que le cone beam a un intérêt dans les petites fractures localisées et non pas dans les grands traumas de la face. Les grands traumas de la face, c'est du domaine du scanner. Quand un patient vient dans un hôpital pour un gros trauma par accident de la voie publique, on ne lui fait pas un cone beam, on fait un scanner. Mais lorsqu'il s'agit d'un petit traumatisme par chute sur le menton, par coup direct, par un coup de poing par exemple, eh bien, il faut faire un petit cone beam pour voir s'il n'y a pas une atteinte dentaire. Et là, le cone beam est supérieur au scanner, supérieur à toutes les autres techniques radiologiques pour mettre en évidence des fêlures ou des fractures comme ici, et fractures alvéolaires comme vous voyez ici avec avulsion de la 21. Fracture alvéolaire. Donc, les petits traumatismes dento-alvéolaires, c'est du domaine du cone beam. Les fractures sont plus facilement visibles, évidemment, avec l'alvéolyse inter- et périradiculaire ici. Les kystes post-traumatiques correspondent tout à fait à une lésion de nécrose dentaire, ici de la 31, qui était due à un traumatisme de l'enfance que le patient avait complètement oublié. Et donc, on peut être amené à faire un interrogatoire précis, mais quelquefois, on ne retrouve pas le traumatisme ancien. Il s'agit d'un kyste qui a toutes les caractéristiques d'une lésion inflammatoire d'origine infectieuse ou endodontique, mais qui est due à la nécrose d'une dent par traumatisme. La pathologie des ATM, je vous demanderai encore un peu d'attention parce que c'est très intéressant, parce qu'en quelques images, on voit l'essentiel de la pathologie des ATM. Ici, on voit sur un panoramique dentaire un trouble de l'articulé dentaire tout à fait manifeste, dû essentiellement à une agénésie de 45 avec persistance de 85. Et vous voyez une asymétrie des deux ATM, avec une ATM gauche qui est beaucoup plus haut, le condyle gauche beaucoup plus haut situé que le condyle droit. Alors, pour expliquer tout cela, je voudrais vous montrer quand même une seule ou deux images d'IRM. Alors,
sur le côté gauche de l'écran, vous avez une IRM normale en position bouche fermée. Vous voyez le condyle mandibulaire ici. Et la fosse temporale dans laquelle se situe en position bouche fermée le condyle mandibulaire. Le condyle mandibulaire qui est séparé de la fosse temporale par un petit papillon noir qui s'appelle le disque ou ménisque, qui s'interpose entre les pièces osseuses. En position bouche ouverte, le condyle mandibulaire vient à l'aplomb du condyle temporal. Condyle mandibulaire, condyle temporal. Et le disque s'interpose parfaitement entre les deux pièces osseuses. Voilà ce qui est normal en position bouche fermée, position bouche ouverte. Quand il s'agit d'une luxation du disque, vous avez le disque qui n'a plus de rapport avec les pièces osseuses. Le condyle mandibulaire est souvent, comme cela, à distance de la fosse temporale, et il n'y a plus de congruence entre les deux pièces osseuses du fait de l'absence du disque qui est luxé. Si ce disque revient à sa place en position bouche ouverte, on parle de luxation réductive. Et là, en général, il n'y a pas beaucoup de dégâts ultérieurs. Mais si ce disque reste en dehors des pièces osseuses en position bouche ouverte, alors on parle de luxation irréductible. Et là, on peut s'attendre à des dégâts de type arthrosique. Alors, je vous remontre en cone beam que ça donne. En position bouche ouverte, bouche fermée, pardon, bouche ouverte. Non, j'ai dit bien bouche fermée, pardon. En position bouche fermée, le condyle mandibulaire est bien harmonieux, l'interligne est régulier, il est dans la fosse temporale. Et il n'existe pas de pincement significatif de l'interligne en reconstruction frontale. En position bouche ouverte, le condyle mandibulaire vient à l'aplomb du condyle temporal et il n'y a pas d'anomalie de l'interligne. Quand il existe une pathologie discale ou méniscale, c'est exactement pareil, il existe par ailleurs un pincement de l'interligne. Ici, le pincement est latéral qui montre que la luxation du disque est mésiale, si vous voulez. C'est le premier signe d'arthropathie. Plus tard, dans les mois ou les années qui suivent, il existe un pincement global de l'interligne, une déformation du condyle mandibulaire avec ostéophytose, lacune d'hyperpression ou géote, si vous voulez, condensation des faces articulaires. Il s'agit d'une arthrose tout à fait caractéristique, évoluée. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous montrer comment on fait le diagnostic d'arthropathie débutante sur dysfonctionnement méniscal, c'est-à-dire luxation méniscale. Pour la pathologie d'endosinusienne, et c'est le dernier chapitre que nous aborderons, il faut bien connaître l'anatomie des sinus. Les sinus maxillaires, que vous devez connaître par cœur, ont un ostium, dit un ostium infundibulaire, qui se continue dans ce qu'on appelle le méa moyen, c'est-à-dire l'espace qui existe entre le cornet moyen ici et ce qu'on appelle le processus inciné. Donc le méa moyen, ostium infundibulaire, nous parlons de complexe ostioméatal. Ce complexe doit être complètement libre, donc noir, aérique, pour affirmer l'absence d'obstruction du sinus. Les autres sinus sont les cellules ethmoïdales, qui se trouvent entre les deux orbites et derrière le nez, les sinus phénoïdaux ou cellules phénoïdales qui sont en continuité en arrière, et les sinus frontaux qui sont en continuité en avant et en haut, en continuité des cellules ethmoïdales. Donc, tous ces sinus sont en communication les uns avec les autres et avec les fosses nasales. Alors, lorsqu'il s'agit d'une sinusite, vous avez deux types de sinusite à décrire. Une sinusite chronique avec épaississement muqueux régulier, comme ici, et sinusite suppurée avec suppuration, avec aspect spumeux du bord de l'épaississement muqueux, des bulles, une irrégularité, un festonnement, un aspect festonné de l'épaississement muqueux, et éventuellement un niveau liquide. Pas toujours, mais souvent un niveau liquide. Quand vous avez ces éléments, aspect spumeux et niveau liquide, il s'agit toujours d'une suppuration. Il peut s'agir aussi d'une obstruction ostiale, comme vous voyez, tant dans les sinusites chroniques que dans les sinusites suppurées. Alors, les causes d'obstruction ostiale, elles sont aussi d'origine morphologique, tout à fait banale. Vous avez la cause principale qui est la présence de cellules de Haller. Ce sont des cellules ethmoïdales en position sous-orbitaire de façon tout à fait congénitale.
Donc, ce ne sont pas la migration de cellules éploïdales, ce sont des cellules éploïdales qui sont là depuis la naissance et qui peuvent concourir à l'obstruction de l'ostium. Il peut s'agir aussi d'une déviation de la cloison nasale, comme vous voyez ici, qui peut être une cause d'obstruction ostiale, et l'existence d'une concha bullosa, c'est-à-dire d'un cornet bulleux. Un cornet moyen peut être bulleux et volumineux au point d'obstruer l'ostium infundibulaire. Voilà les trois causes principales, vous les avez ici. Cellules de Haller, déviation de la cloison nasale, concha bullosa. Les autres, il y en a beaucoup plus, mais je ne veux pas vous importuner. Ces trois causes sont les plus fréquentes et de loin. Alors, lorsqu'un granulome apical soulève le plancher sinusien, il s'agit toujours de microcommunication, parce que le plancher sinusien est très perméable. Dès qu'on le soulève, il devient perforé et il peut y avoir une réaction muqueuse en regard. D'autant plus qu'il s'agit parfois d'un kyste plus ou moins important, il peut y avoir des réactions muqueuses par microcommunication avec le sinus. La communication bucco-sinusienne est une cause de sinusite d'origine dentaire tout à fait classique. Et quand il existe une obstruction d'un ostium, à la suite d'une sinusite par exemple, eh bien il peut y avoir la sinusite maxillaire accompagnée d'une sinusite éploïdale antérieure homolatérale et frontale homolatérale. On parle de sinusite antérieure due à l'obstruction ostiale. Et dans ce cas, il s'agissait d'un petit granulome de moins de 5 mm de diamètre de l'apex palatin, de la racine palatine. Et il a suffi de traiter cette lésion endodontique pour voir tous les signes de sinusite disparaître avec un simple traitement antibiotique. Quand on parle de pâte dentaire quelquefois, mais il est de plus en plus souvent le cas d'aspergillose sans pâte dentaire intrasinusienne. Ici, on a une opacité très dense qu'on a pris le plus souvent pour de la pâte dentaire, mais les ORL qui s'en occupent vous diront toujours qu'il n'y a pas de pâte dentaire dans les aspergilloses. En général, il s'agit de filaments calcifiés d'aspergillus pour donner cette petite image de pseudo-pâte dentaire intrasinusienne. Voilà la cause de l'aspergillose. L'aspergillose se fixe directement sur la muqueuse et provoque cette sinusite avec opacité totale et filaments calcifiés. Alors, la différence entre un kyste d'origine apicodentaire et un kyste d'origine sinusienne, qui peut être pris pour un polype, mais en général ce sont des kystes muqueux, eh bien, c'est qu'il y a une paroi autour du kyste apicodentaire. C'est le plancher sinusien et la paroi du kyste lui-même. Alors que ici, le kyste muqueux, on parle de kyste sous-muqueux rétentionnel le plus souvent, sont des pathologies tout à fait bénignes, tout à fait anodines et qu'on ne traite pas en général. Kyste sous-muqueux rétentionnel. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est dans le diagnostic différentiel des sinusites d'origine dentaire, une pathologie avec opacité totale d'un sinus doit être distinguée des tumeurs malignes. Et c'est ça qui est le plus important peut-être pour ce cours, c'est comment distinguer une tumeur maligne d'une sinusite. Eh bien, quand vous avez une lise, une destruction des parois, il faut se méfier d'une lésion maligne, d'une tumeur. Il s'agissait ici d'un carcinome épidermoïde qui n'a laissé que quelques mois au patient avant de mourir. Donc, c'est une pathologie très grave qu'il faut savoir dépister tout simplement en comparant sur une coupe faciale les parois du sinus avec les contralatérales. Et là, vous voyez qu'il y a une pathologie qui est vraisemblablement grave. Alors, le cas suivant, tout à fait caractéristique aussi, avec opacité qu'on avait pris pour une sinusite chronique depuis plus d'1 an, et une destruction de la paroi de l'orbite, ici, vous voyez, une destruction des parois sinusiennes. Et en fait, il s'agissait d'un lymphome. C'est plus rare que le carcinome, mais c'est grave aussi si on le laisse évoluer. Grâce au traitement de la chimiothérapie, le patient est guéri, il est en rémission depuis 7 ans, et donc on a un bon pronostic pour lui. Donc le lymphome, c'est une maladie qu'on peut traiter aujourd'hui, comme vous le savez. Je voudrais en finir avec une révision des images claires et denses des maxillaires, dont on a vu les diagnostics principaux. Pour les images claires, le panoramique dentaire montre souvent des pathologies, des formes normales d'images claires, comme le foramen incisif, le foramen mentonnier,
les lacunes de Staphné et l'ostéoporose. Alors, lacune de Staphné, c'est une lacune parfaitement asymptomatique de découverte fortuite, souvent sur un panoramique. Et là, on m'avait envoyé le patient pour confirmer que c'était une lacune de Staphné. J'avais dit au praticien, on n'a pas besoin de faire de Cone-Beam. Il a dit, je veux quand même que tu la fasses par sécurité. On a fait le Cone-Beam. On a vu une lésion, une lacune avec ouverture linguale qui était à cheval sur le canal mandibulaire sans symptôme aucun. Et il s'agissait d'une lacune de Staphné tout à fait caractéristique et qu'il ne faut pas du tout toucher. Hein. C'est une lacune tout à fait bénigne et sans mauvais pronostic. Quand il ne s'agit pas d'images claires, elles peuvent être bénignes ou malignes. Donc, quand il ne s'agit pas d'images claires normales, hein, elles peuvent être bénignes ou malignes. Alors, bénignes, les pathologies dentaires, on les connaît, les lésions d'origine endodontique, dont on a vu les principales, et le kyste péricoronaire qu'on a vu par ailleurs. Alors voilà un kyste résiduel, c'est un kyste qui s'est développé pour son propre compte à la suite d'une exérèse d'une dent, et il faut évidemment surveiller les exérèses dentaires parce que vous voyez ce kyste résiduel, il a fallu réopérer pour l'extraire parce qu'il se développe pour son propre compte. Alors pour les pathologies extradentaires maintenant, le diagnostic, il peut s'agir d'un diagnostic facile ou évocateur, ou alors peu spécifique. Alors, les diagnostics faciles, c'est surtout le kyste nasopalatin. Donc, je vais vous montrer la forme type. Un aspect comme ça qu'on avait pris pour une lésion apicale, vous voyez, parce qu'il y avait des lésions carieuses sur la 21. On s'est demandé si ce ne sont pas des lésions apicales. Et en Cone-Beam, on a bien vu que c'était une lésion un type de kyste nasopalatin irrégulier, un peu atypique en fait, mais qui agressait le ligament dentaire de 21. C'est pourquoi on en a fait l'exérèse. Pour les diagnostics évocateurs, c'est souvent des tumeurs odontogènes, kératokystes et amyloblastome. Et les tumeurs non odontogènes, c'est le kyste essentiel dont on va voir. Alors, quant aux affections non tumorales, on les a vues, les ostéitiques, les ostéonécroses iatrogènes. Alors voilà, une lésion tout à fait caractéristique, une pathologie assez fréquente en fait. C'est une lésion tout à fait destructrice comme vous le voyez, mais qui est asymptomatique. On a trouvé chez une patiente de 50 ans sur un panoramique dentaire. Il faut enlever ces lésions qui sont récidivantes et qui peuvent se compliquer, s'associer à un amyloblastome. Donc on doit les enlever. Ce sont des chirurgies assez invalidantes comme vous le voyez. Alors, ce sont des lésions complètement hypodenses, développées dans l'axe de la mandibule, comme dans l'axe de la branche horizontale, comme vous voyez. Tout ça c'est tout à fait caractéristique. Même s'il existe quelques résorptions apicales possibles, elles sont des lésions tout à fait caractéristiques au diagnostic radiologique. Le deuxième type de lésions sont les amyloblastomes, qui sont beaucoup plus rares, qui sont le plus souvent multikystiques et dans la région mandibulaire postérieure. Ça, c'est tout à fait caractéristique d'amyloblastome. Évidemment, ce sont des lésions bénignes, mais récidivantes et qui ont un potentiel malin parce qu'elles sont destructrices et elles entraînent des résorptions apicales et même des déplacements dentaires. Donc, il faut enlever complètement la lésion, l'analyser complètement et en surveiller la réapparition éventuelle pendant au moins 5 ans. Comme pour les kératokystes, c'est 5 ans de surveillance radiologique. Alors, quant au kyste essentiel, il est fréquent chez l'enfant ou l'adolescent de la deuxième décade, pendant la deuxième décade. Et vous voyez, c'est un kyste qui est parfaitement régulier, homogène, un contour régulier, qui n'atteint pas les apex, qui ne les résorbe pas. Et en fait, les dents sous-jacentes sont toujours normales et vitales. Donc, c'est des dents vitales avec un kyste isolé de l'os, qu'on dit souvent kyste solitaire, kyste osseux solitaire. Eh bien, s'il est dans la deuxième décade et que l'os est encore en croissance, on peut s'abstenir de l'extraire et le surveiller quelquefois. Il existe une restitution ad integrum de l'os, c'est-à-dire une disparition complète du kyste, par la simple croissance de l'os. Mais si c'est la troisième décade et si il paraît trop volumineux, on en fait l'exérèse et il n'y a pas de récidive en général. Les cas peu spécifiques sont les kystes qu'on appelle les tumeurs bénignes odontogènes d'aspect mixte. Il s'agit
dans ce cas, une tumeur odontogène adénomatoïde. En fait, on n'a pas fait de diagnostic sur l'image, mais par histologie. Et on en a suspecté l'existence par le fait qu'il existe des calcifications, des opacités en motte dans le sinus, dans le kyste, alors qu'un kyste péricoronaire, qu'il s'agit d'une enthèse ici, un kyste péricoronaire est en général parfaitement homogène, sans calcification ni opacité en motte. Voilà, donc tumeur odontogène adénomatoïde. Les granulomes à cellules géantes ont aussi des possibilités qui résorbent les dents, comme vous voyez, qui sont relativement agressives et qui, en général, sont diagnostiques histologiques aussi, puisqu'on retrouve des cellules géantes au sein de ces kystes. Quant aux lésions malignes, on en a vu une dans le sinus, on en a vu deux, un carcinome épidermoïde et lymphome dans le sinus. Ici, au niveau d'une mandibule, c'est souvent le carcinome épidermoïde, vous voyez, avec une lésion d'origine gingivale, c'est une pathologie gingivale, donc la clinique est indispensable, et vous voyez que la lésion envahit l'os de haut en bas, elle détruit les dents avec résorption dentaire, et c'est tout à fait caractéristique avec fistules multiples, aspect en peau d'orange de l'os cortical. Et donc, ce diagnostic est très grave parce qu'il impose, car c'est une tumeur maligne, il impose l'hémimandibulectomie et éventuellement une greffe d'origine tubulaire ou autre. Alors, pour les lésions hyperdenses, alors c'est plus simple. Elles peuvent être classiques, banales. Sur un panoramique dentaire, on peut voir l'hypersémantose et l'ankylose, dont on avait déjà dont on avait parlé sur les dents incluses. Les pathologies iatrogènes de matériaux et d'instruments, on les a vues. Quand il s'agit d'images extradentaires, alors elles sont le plus souvent bénignes et rarement malignes. Alors bénignes, nous allons les voir. Le torus palatin, ici, et l'exostose sont de même nature corticale et tout à fait bénignes. Oui, torus palatin, exostose. Les torus linguaux sont de même nature corticale, tout à fait bénignes. Les ostéomes sont de progression insidieuse et la chirurgie a été faite, c'est une femme de plus de 50 ans, uniquement pour des raisons esthétiques. Ça ne lui faisait absolument pas mal, il n'y avait pas de compression des structures adjacentes. Et c'est simplement pour des raisons esthétiques qu'on a enlevé cette lésion. Alors, je voudrais vous parler, pour finir, de la dysplasie sémento-osseuse, qui est une pathologie relativement fréquente en Afrique, qu'on voit apparaître évidemment en France et dans les pays asiatiques aussi. Et c'est une lésion, on ne peut pas parler de lésion, mais une affection, on va dire, ou une formation apicale qui évolue en 3 temps. Stade 1, parfaitement hypodense. Stade 2, avec calcification centrale en cocarde. Et stade 3, avec calcification presque totale avec liseré hypodense périphérique. Ces 3 stades sont réunis chez cette patiente qui était africaine de plus de 60 ans. Elle pensait qu'on allait lui enlever toutes les dents ou que les dents allaient tomber. Je l'ai rassurée que ce n'est pas une vraie pathologie, c'est une variante du normal. C'est une hypersémantose périradiculaire et périapicale. Et ce n'est pas une pathologie qu'il faut craindre. Il faut simplement rassurer les gens et surveiller l'apparition éventuelle de surinfection à l'occasion de caries, comme pour tous les patients. Donc, il faut rassurer les gens. Dysplasie floride ici, mais souvent il y a des dysplasies osseuses au niveau du seul dent, de dents. Et il faut savoir les surveiller simplement pour pas qu'elles se surinfectent. Et souvent les surinfections sont dues à une carie, évidemment. Bon, les ostéites ostéonécroses, on les a vues, elles peuvent être denses aussi. Qui existe, qu'on peut observer chez les sujets jeunes, souvent les femmes jeunes. Et il s'agit d'une hyperplasie de l'os endogène qui est pathologique, c'est un os pathologique d'origine génétique, qui pousse et qui déforme les maxillaires, comme vous voyez ici, il y a une déformation, et dont le seul traitement est la chirurgie de remodelage. C'est-à-dire, en fait, on enlève la partie de l'os qui est en trop, et une chirurgie qu'on doit récidiver, qu'on doit répéter tous les 5 à 10 ans. Pas toujours agréable, mais il faut connaître ça. Une dysplasie fibreuse, c'est une pathologie que vous
que vous pouvez rencontrer, et qui est un os pathologique interdisant l'éventuel implant. Les implants ne marchent pas dans cet os pathologique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous avez un petit bouquin qui est tout à fait, à mon avis, suffisant, bien qu'il ne soit pas exhaustif. Il n'y a pas de livre exhaustif, ça n'existe pas. Mais vous pouvez vous procurer facilement sur Amazon. Il n'est pas très cher. Et je pense quand même que ça pourra vous rendre beaucoup de services. Moi, il me rend encore service, malgré le fait que ce soit moi qui l'ai écrit. Et je le garde près de ma salle, dans ma salle d'interprétation, près du négatoscope. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci, docteur Belaïch, pour ce cours intéressant, très intéressant, justement sur le cône dentaire. On ne manquera pas justement d'acheter votre livre et je redonnerai en fait toutes les informations éventuellement pour l'acheter. Il y avait donc une question qui avait été posée sur l'ankylose. Alors, je ne sais pas si vous pouvez revenir un tout petit peu sur le thème de l'ankylose. L'ankylose est une complication fréquente des dents incluses et qui se caractérise par une invasion osseuse de la dent, qui rend la dent très difficile à extraire. Voilà. D'accord. Elle est due à une inflammation locale du ligament alvéolo-dentaire et une invasion osseuse de la dent. C'est tout à fait caractéristique des dents incluses. Il y a encore une... C'est assez clair comme ça? Oui, je pense que c'est très bien. Bon, ok, merci pour tous. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux et présents à ce nouveau webinaire. Et rendez-vous mercredi prochain à 18h30 pour un webinaire du docteur Armin Nedja. Voilà, pour celui qui veut, vous pouvez vous inscrire. Merci à tous et à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.